la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps et de recevoir Deep Blue pour cet échange. Une première question, avant votre engagement politique, que nous aurons l'occasion de détailler ici, vous avez été médecin, vous êtes docteur, vous avez conduit des recherches en cardiologie notamment. Est-ce que cet héritage de docteur, vous le ressentez encore aujourd'hui ? Est-ce que vous vous considérez docteur avant d'être politique ou politique avant d'être docteur ? Je pense qu'on reste médecin à vie et que, moi, personnellement, lorsque quelqu'un me reconnaît dans la rue, par exemple, et me dit « Bonjour docteur », on ne peut pas me faire plus plaisir. Donc oui, je suis médecin, je resterai médecin toute ma vie, et je suis médecin avant tout. Alors je vous appellerai docteur pour la suite de l'entretien. Merci. Dans votre jeunesse, vous vous êtes engagé à Lourdes d'abord, puis à Toulouse, dont vous avez été maire. Qu'est-ce que vous retenez de ces années et comment être passé de la médecine à la politique ? Je suis passé de la médecine à la politique parce que lorsque je suis devenu professeur de médecine, je me suis aperçu au fond que la politique de santé publique d'un pays était extrêmement importante. Et pour devenir... Alors, moi, je n'avais jamais fait de politique. J'avais 36 ans. On m'aurait dit que j'allais faire de la politique. Je ne l'aurais absolument pas cru. Je m'occupais des soins intensifs de cardiologie. J'ai fermé les yeux, malheureusement, à des centaines de personnes. On en a sauvé aussi beaucoup d'autres. Et donc, mon rapport à la vie était vraiment uniquement ma famille et mes malades. Et puis, le hasard de la vie... l'invitation à une réunion politique à Lourdes pour des raisons familiales a fait que la personne qui nous invitait, celui qui allait devenir maire de Lourdes, celui qui faisait campagne, est décédé d'un infarctus du myocarde à 32 ans. Et toutes les personnes qui travaillaient avec lui m'ont demandé de le remplacer. J'ai évidemment refusé au début, mais extrêmement intimidé de devoir faire une campagne politique. Pour moi, je votais, c'est tout. Et j'ai fini par dire oui. J'ai été élu au premier tour. Madame Veil m'a demandé de devenir son colistier au moment des élections européennes de 1989, puis son ministre en 1993. Et tout ça est allé avec une rapidité absolument invraisemblable. De Lourdes, je retiens un endroit absolument incroyable, où à l'époque 6 millions de personnes venaient tous les ans. Je dirais que le plus grand miracle de Lourdes, c'est celui-là. C'est le fait que des personnes viennent espérer. Et souvent, des journalistes un peu mal intentionnés, comme à la fois j'étais ministre de la Santé et maire de Lourdes, s'amusaient pour un peu se moquer, au fond. Et je l'ai laissé souvent pendant 1 heure. Je leur disais que j'avais autre chose à faire. Je les laissais 1 heure devant les sanctuaires. Donc ils y rentraient. Et quand ils sortaient de là, avec énormément de respect pour ce qu'ils avaient vu, ils n'ont plus fait aucun papier, je dirais, à la limite de la décence vis-à-vis et de la religion et vis-à-vis de ce qu'ils avaient vu. Bien sûr. Alors vous avez parlé de Madame Veil, Simone Veil. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre rencontre avec cette grande dame de la vie ? Simone Veil, pour moi, il y aura la vie avant de l'avoir rencontrée et après l'avoir rencontrée. Je l'ai rencontrée dans une occasion particulière, en effet. Je participais depuis plusieurs mois, dans les années 92, donc, à la lutte contre l'indicible, contre ce qui était en train de se passer à 1h30, 2h30 de l'Union européenne et 2h30 de Paris, ce qui se passait en Serbie, en Bosnie et en Croatie. Et donc j'appartenais à une organisation non gouvernementale et nous allions amener à Sarajevo, essentiellement dans le quartier de Dobrinja, qui était cerné par les obus de 155 des Serbes de Bosnie, c'est-à-dire ceux de Milosevic. Les gens étaient terrés dans ce quartier, ils ne pouvaient pas en sortir, et nous amenions de la farine, et nous amenions des vivres. C'était extrêmement dangereux, et d'ailleurs 1 ou 2 personnes de l'organisation non gouvernementale à laquelle j'appartenais ont été très gravement blessées, et s'en sont sorties. Et un jour,
à notre grande surprise, à Split, nous partions de Split, où c'était encore une ville onusienne, j'ai envie de dire, et nous savions que nous avions 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour aller à Sarajevo. Madame Veil arrive en disant « J'ai appris ce que vous faisiez, je voulais juste vous féliciter ». Et au moment où on lui dit ce qu'on allait faire, elle regarde son mari avec lequel elle était arrivée. C'était fin août 1992, c'était les vacances en France. Elle arrive et elle dit « Moi, tu fais ce que tu veux Antoine, moi je vais avec eux ». Et donc pendant une dizaine de jours, nous sommes partis sur les routes. Nous avons traversé des dizaines de checkpoints, de milices qui nous laissaient plus ou moins passer facilement. Et puis, au bout de 10 jours, on est rentré et un lien s'était créé entre elle et moi, ça c'est sûr. Et lorsqu'elle est devenue ministre d'État de la Santé, des Affaires sociales et de la Ville en 1993, sous la présidence du Premier ministre Balladur et du président Mitterrand en cohabitation, elle m'a demandé de devenir son ministre délégué. Et ma vie a basculé. Et depuis, vous avez été député européen, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture, ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères. De toutes ces années, qu'est-ce que vous retenez aux responsabilités ? Est-ce qu'il est plus simple de sauver des vies quand on est médecin ou quand on est ministre de la République ? Alors c'est tout à fait différent. C'est la différence entre, vous savez, il y a 2 sortes de médecine. Il y a la médecine curative. Vous avez une personne devant vous. Lui, il n'a qu'un médecin devant lui, devant elle, et au fond, vous la soignez, cette personne, personnellement. Devoir de conscience pour le médecin, devoir de confiance pour le malade. 1-1. Ou alors il y a la médecine préventive. Vous ne parlez pas à une personne, mais à une population. Bien en politique, c'est la même chose. On parle à une population. Alors ça peut être la ville, si vous êtes maire, ça peut être la région, c'est le président de la région, le département, ça peut être aussi la France. Et quand vous avez l'extrême honneur d'être appelé au service de la France dans un gouvernement, oui, ce qui compte, c'est la collectivité, c'est le sens de l'intérêt général. Et ce qui est très difficile, au fond, c'est que lorsque vous prenez une décision de maire, vous voyez quelques années après la réalisation, quand vous prenez une décision de ministre, il vous faut des années et des années pour en voir les résultats, et c'est souvent votre successeur ou votre successeuse qui récolte les fruits. Vous avez eu le temps, entre-temps, de voir les répercussions des décisions que vous avez prises. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez de vos années en tant que ministre de la Santé Alors, en tant que ministre de la Santé, ça va de choses extrêmement précises, comme la mort subite du nourrisson, où on a pris des décisions dans toutes les maternités qui a baissé de 90 à 95% la mort subite du nourrisson dans les années 94, 95. C'est surtout la lutte contre le sida dans les années 94, également 95, où, par exemple, 50% de la population qui était porteuse du virus étaient des homosexuels, mais 50% étaient des hétérosexuels. Pourquoi ? Parce que les héroïnomanes se partageaient des aiguilles. Il suffisait qu'il y en avait un qui soit contaminé par le sida pour que tous les autres le soient. Et donc nous avons mis en place, nous, pourtant gouvernement Balladur, gouvernement plutôt droite et centre-droit, nous avons mis en place des mesures comme des échanges de seringues, comme par exemple le droit à la méthadone, où les héroïnomanes venaient chercher l'héroïne par voie orale. Nous organisions tout cela, et souvent les gens autour de moi étaient étonnés que nous le fassions, et je suis très heureux de voir que ce pays est le pays où les héroïnomanes sont les moins contaminés au monde vis-à-vis du sida. Ça peut être aussi, plus récemment, quand je suis devenu ministre des Affaires sociales, c'est une loi qui reste encore très forte, où j'ai complètement modifié l'assurance maladie, où il y a un patron maintenant à l'assurance maladie qui est nommé par l'exécutif. Il y a un médecin traitant pour chaque malade, et c'est d'abord ce médecin traitant qu'on va voir avant de voir les spécialistes. C'est une loi de 2004, personne n'a changé ça. J'ai créé la Haute Autorité de Santé, j'ai créé un certain nombre de choses qui restent encore aujourd'hui. Malheureusement, la désertification médicale, peut-être que nous ne l'avions pas suffisamment, même si j'ai augmenté à l'époque, en 2004,
Le numerus clausus, Ouais. on ne l'avait pas encore. Voilà, ça c'est pour la santé. Nous avons créé l'agence du médicament. Avant, c'était le ministre de la Santé qui donnait les prix du médicament, ce qui était complètement fou et pouvait quand même être, je dirais, limite sur le plan éthique. Nous avons créé l'agence du médicament, complètement indépendante. Nous avons créé l'agence des greffes, etc., etc. Pour la culture, je suis heureux d'avoir été le Premier ministre de la Culture à mettre le Louvre une fois par mois gratuit. Oui. Je suis heureux d'avoir créé la Fondation du patrimoine aussi. Enfin bon, on va pas... Et ce sont des choses qui restent aujourd'hui et qui parlent au quotidien des Français. Vous avez ensuite été ministre des Affaires étrangères. Un médecin ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ce choix? Et alors comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Quelles grandes décisions vous avez prises? On sait que vous avez pris beaucoup de décisions en lien avec les questions humanitaires, puisque vous avez financé plusieurs fonds, et tout cela reviendra ensuite dans votre engagement. Mais à ce moment-là, en tant que ministre des Affaires étrangères, quelles grandes décisions vous reviennent en tête maintenant? Alors je crois que vous avez reçu récemment Hubert Védrine, Tout à fait. qui a été, en particulier, sous François Mitterrand, qui a montré, au fond, à plusieurs reprises, qu'il avait fait des choix, et en particulier, comme Alain Juppé à l'époque, ministre des Affaires étrangères, quand Édouard Balladur était Premier ministre, mais François Mitterrand président, donc c'est une période de cohabitation. Et je veux dire qu'en période de cohabitation, le président dit quelque chose, mais le ministre des Affaires étrangères peut dire oui, bien sûr, je suis d'accord, mais faire autre chose. J'ai quand même une vision un peu différente. Vous n'étiez pas en période de cohabitation. Et voilà. Et donc, je veux expliquer quand même que lorsque vous êtes en cohabitation, vous avez, je dirais, votre mot à dire quand même à la limite du respect vis-à-vis du président, qui reste encore, évidemment, et toujours le responsable pour les affaires étrangères. Vous pouvez quand même, j'ai envie de dire, matcher, du mot. Lorsque vous n'êtes pas en cohabitation, il faut quand même savoir que ce soit Bernard Kouchner ou que ce soit Catherine Colonna ou que ce soit Monsieur Le Drian ou que ce soit moi-même ou un autre, oui, il faut bien reconnaître que c'est le président de la République qui décide et vous êtes là pour l'accompagner et vous êtes là aussi pour faire, évidemment, pour expliquer aux autres pays quels sont les choix du président, mais c'est tout à fait différent. Bon. Alors, ma période, c'était une période extrêmement importante où, je dirais, l'essentiel était une relation avec l'Iran. Et nous faisions partie de la coalition qui parlions à l'Iran pour diminuer le risque de transformation, je dirais, de l'uranium à but civil vers le but militaire. C'était un sujet extrêmement important. À plusieurs reprises, je me souviens très bien avoir employé les mots d'armes nucléaires qui n'avaient évidemment pas plu du tout au Quai d'Orsay, qui, par définition, ne veut jamais dépasser. Et donc, pour répondre à votre question, je n'étais pas du tout dans le moule du ministère des Affaires étrangères. Un médecin de province, avec un accent qui n'est pas de la maison, je ne pense pas que c'était très apprécié obligatoirement au départ. Mais je dois dire que, pour moi, ce qui a été le plus important, au fond, ça a été d'expliquer que je pourrais apporter ma petite pierre, quand même, au ministère des Affaires étrangères. J'ai essayé d'expliquer. Et la grande chance que j'ai eue, le miracle, en fait, qui s'est passé, c'est que le président de la République, Jacques Chirac, a été à 100% réceptif. Parce que nous pensions exactement la même chose sur le sujet, c'est de dire, tous ces gens, tous ces partis politiques, qui s'étrillent aujourd'hui sur un sujet qui s'appelle l'immigration, qui jouent avec l'immigration, au fond, pour gagner des voix. Les uns pour dire « vous êtes raciste », les autres pour dire « mais non, vous n'avez pas compris, on change de civilisation ». En fait, le grand sujet de l'immigration, c'est que la différence entre les pauvres et les riches est en train de s'agrandir considérablement, et c'est certainement le plus grand sujet de politique étrangère de la fin du XXe et du XXIe siècle. Si vous regardez la différence entre les riches et les pauvres, entre 1950 et aujourd'hui, les riches n'ont jamais été aussi riches. C'est juste incroyable, parce que c'est la financiarisation du capitalisme. Bien sûr. Et les pauvres restent pauvres, même s'il y en a
de moins en moins, mais il reste pauvre. Il y a encore 2 milliards de gens qui gagnent moins de 2,5 $ par jour. Et le fossé n'a jamais été aussi grand. Et donc ce fossé n'a jamais été aussi grand. Et vous avez eu 3 mondialisations. La mondialisation de l'économie, qui est depuis le début du XXe siècle, la mondialisation de la communication, Internet, la télévision, la radio, Internet. Donc tout le monde regarde tout le monde, et tout le monde écoute tout le monde. Et puis vous avez la mondialisation de la solidarité, qui ne s'est pas faite. Et donc cette mondialisation de la solidarité, c'est vraiment le sujet numéro 1 de politique étrangère aujourd'hui pour le monde, et en particulier pour le monde occidental. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera. Quelles sont les évolutions au fond depuis 15 ans, 20 ans? C'est l'avènement du Grand Sud. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, c'est quoi? Mais c'est quoi le Grand Sud? Le Grand Sud, c'est des gens qui sont essentiellement pauvres, ou qui ont été, il n'y a pas très longtemps, pauvres. Et donc, ça, il faut évidemment le regarder. Or, personne ne le regarde en face. Les Nations Unies, j'ai été secrétaire général et adjoint des Nations Unies pendant 8-9 ans, au fond, n'en parlent pas au niveau de la gouvernance. On a créé l'UNICEF pour les enfants, on a créé l'OMS pour la santé, on a créé... Mais il n'y a pas de gouvernance mondiale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une gouvernance mondiale où on dit, bon, maintenant, voilà la richesse du PIB mondial. Comment fait-on? Alors, ce n'est pas uniquement le fait de donner. Il faut aussi peut-être essayer d'accompagner en éducation, en termes de santé, etc. On en reparlera. Ça, c'est ma vie. C'est ma vie depuis le premier jour au ministère des Affaires étrangères. J'ai compris que j'ai eu la plus grande chance, au fond, d'être médecin, de comprendre ce que c'est que la souffrance humaine personnelle, puis ensuite d'avoir l'extrême chance et le grand honneur de servir mon pays, et de me dire, après tout, ce pays qui correspond dans le monde entier aux droits de l'homme, comment pourrait-on aider pour lutter contre l'extrême pauvreté et ses conséquences? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 5 biens publics mondiaux. La nourriture, l'eau potable, la santé, l'éducation et ce qu'on appelle l'assainissement, les toilettes. Vous savez que 3,5 milliards de gens n'ont pas de toilettes, voire 4 milliards. 4 milliards, ça veut dire que lorsque l'enfant veut boire l'eau d'une flaque d'eau parce qu'il a soif, elle est potentiellement souillée. Il va mourir dans les 2 mois qui viennent de diarrhée. Il va mourir. Voilà, donc, si vous voulez, j'ai créé, à ce moment-là, grâce au président Chirac, j'ai créé UNITAID, UNITAID. Les gens ne le savent pas en général. Mais c'est peut-être, c'est pas moi qui le dis, mais enfin c'est le président Clinton qui l'a dit, que c'est quand même parmi les choses que la France a fait de plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, on va reparler d'UNITAID parce que nous, on a fait nos recherches sur cette mission qui gagnerait à être connue parce qu'en réalité, elle contribue à sauver des centaines de milliers de vies, pour pas parler en millions. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'ONU. Vous avez donc été à New York, à partir de 2008, il me semble, 2007-2008. Ouais. Vous avez quitté Paris, vous avez été à New York, un nouvel engagement, un nouvel horizon. À ce moment-là, quelles étaient vos responsabilités? Et racontez-nous un peu votre quotidien de secrétaire général adjoint des Nations Unies. Alors, il faut comprendre que si je viens de parler d'UNITAID, c'est parce que c'est à partir d'UNITAID que tout a commencé, au fond, ma troisième vie, ma vie médicale 1, ma vie d'homme politique national 2, et ensuite les Nations Unies. Pourquoi? Parce que UNITAID, c'est quoi comme idée? L'idée, c'est de dire, comment fait-on pour diminuer le gap entre les riches et les pauvres? Oui. Et comment faire pour donner à chacun les biens publics mondiaux? L'eau, la nourriture, la santé, l'éducation, l'assainissement. Ça coûte de l'argent. Deux solutions. La première, c'est de demander aux pays riches de donner encore plus. Enfin, vous avez vu les dettes et les déficits que nous avons. Vous avez vu les impôts que nous avons. Donc, demander encore plus, c'est pas possible. C'est difficile. Il faut le faire, mais c'est difficile. La deuxième, c'est de créer des nouveaux financements. Alors, nouveaux financements, c'est pas facile. Alors, lesquels? Bon,
Alors nous avons eu la chance de faire une liste, grâce à un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Landau, de faire une liste de 100 possibilités. Et notre dévolu, avec le président Chirac, a été de prendre 1 euro par billet d'avion. Alors vous allez me dire, vous êtes bien français, vous êtes bien ministre français, vous avez créé votre impôt. C'est pas faux. Mais c'est 1 euro par billet d'avion. Les pauvres, ils prennent pas l'avion. Vous savez que vous avez 5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont jamais pris l'avion. Hein. Donc, il faut déjà être assez riche pour payer un billet d'avion. Donc, 1 euro. Ça a fonctionné. J'ai passé une loi à la fin du mois de juillet 2006 qui dit que toutes les personnes qui vont décoller de France, Japan Airlines, China Airlines, les compagnies américaines, les compagnies européennes, etc. Tous, la France, tous, vont donner 1 euro. Alors, il n'y a que 7 pays au monde qui l'ont fait. On pensait au départ que les 195 pays du monde entier allaient le faire. Mais bon, il y en a eu 7. Vous savez combien on en a depuis le début ? Plus de 13 milliards de dollars. Et ça nous a permis de baisser le prix du médicament de 80% pour les pauvres. Et le dernier audit norvégien, des gens très sérieux, ou britannique, montre que United bénéficie à 200 millions de personnes par an et sauve 30 millions de vies par an. Et 80% des bébés atteints de sida sont traités comme cela. Donc, grâce à United. Donc, qui a permis les médicaments au début contre les enfants. Bon, maintenant, c'est le Fonds mondial de lutte contre le sida qui le fait. Pourquoi je suis devenu secrétaire général adjoint des Nations Unies ? Parce que j'ai créé cela, et donc j'ai été secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des financements innovants, pour répondre à votre question. Et donc mon métier a été de trouver des nouveaux financements qui pèsent très peu et qui ne pèsent pas du tout d'ailleurs sur les budgets nationaux pour pouvoir lutter contre la pauvreté dans le monde. Alors ça, c'est en fait l'essentiel de votre engagement ensuite, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté dans le monde. Vous nous avez parlé d'United. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en responsabilité à United, mais le fonds vous survit. Ah oui, ça continue encore mieux qu'avant. Sauve des millions de personnes. Maintenant, vous avez également fondé UnitLife. Oui, alors j'aurais fondé j'aurais fondé 2 fonds aux Nations Unies dans ma vie. Donc UnitLife, alors c'est un sujet qui est extrêmement important sur le plan géopolitique. Et lorsque vous me dites, à plusieurs reprises, vous m'avez dit, mais vous avez plutôt fait de l'humanitaire que des affaires étrangères. Mais il ne peut pas y avoir plus affaires étrangères que l'humanitaire. Alors oui, enfin l'humanitaire, moi j'appellerais pas ça l'humanitaire, oui, enfin la lutte contre l'extrême pauvreté. Vous voyez, je veux dire. Parce que l'humanitaire, ça a une connotation, on va sur les pays de guerre. Bon, oui, c'est très important aussi. Avec Dieu sait, si Médecins sans frontières fait un travail exceptionnel, et d'ailleurs nous travaillons beaucoup à United avec eux. Mais là, c'est beaucoup plus global. Je vous donne l'exemple de cette maladie. Est-ce que vous connaissez la maladie, vous qui vous intéressez à l'histoire et vous qui vous intéressez à la politique étrangère aussi? Quelle est la maladie la plus fréquente au monde et la moins connue du monde? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Voilà, c'est une maladie qui touche toutes les femmes enceintes extrêmement pauvres. Donc une femme enceinte qui gagne moins de 2 $ par jour, qu'est-ce qu'elle va faire? Souvent, elle a 2, 3, 4, 5 enfants autour. Première chose qu'elle fait manger les enfants avant elle. Et elle n'a pas suffisamment d'argent pour acheter du poisson et de la viande, c'est-à-dire des protéines. Lorsqu'une femme enceinte ne mange pas suffisamment de protéines, au bout de 1000 jours, c'est-à-dire 9 mois dans le ventre de la maman et 2 ans de vie, ça fait 1000 jours, au bout de 1000 jours, l'enfant a 30% de quotient intellectuel en moins. Ça veut dire qu'il y a des centaines de millions, 200, 300 millions d'enfants qui naissent avec ce drame. Alors, c'est aujourd'hui 40% des enfants d'Afrique subsaharienne et 40% des enfants indiens. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la malnutrition
chronique, c'est pas du tout la malnutrition aiguë, ça c'est la faim dans le monde. Mais la malnutrition chronique, c'est la maman enceinte qui ne mange pas suffisamment de protéines, de nutriments, etc. Et ça, quand vous, quel âge avez-vous 21 ans. 21 ans. Lorsque vous aurez 80 ans, 80% des bébés naîtront ou en Afrique subsaharienne ou en Inde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que la plupart de ces enfants auront 30% de QI en moins si on ne bouge pas. Ça fait très peur au moment où, du côté de la Californie ou de la Chine, on est en train de réfléchir à des puces pour augmenter l'homme et son cerveau. Donc moi, c'est mon dernier combat. Et j'ai créé un fonds aux Nations Unies, et j'ai la plus grande difficulté d'ailleurs pour le financer, qui s'appelle Unit Life. Au conseil d'administration, et le président Macron, bien sûr, comme à United, qui est le président de la République française. Il y a ONU Femmes, qui est l'agence de l'ONU pour les femmes. Il y a l'UNICEF, il y a le Programme alimentaire mondial. Nous avons des actions au Kenya, nous avons des actions au Niger, malgré ce qui s'y passe. Mais comprenez que c'est un sujet majeur. Si vous avez 40% d'enfants qui ont un QI diminué de 30%, comment voulez-vous que le pays s'en sorte? Comment voulez-vous qu'on fasse des étudiants comme vous, des médecins comme moi, des hommes politiques? C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est ma vie aujourd'hui. Ce sont des affaires étrangères. Vous avez répondu à l'une des questions que je voulais vous poser ensuite. Et la dernière question par rapport à tout cela, c'est comment on fait pour fédérer autour d'un projet pareil, parce que vous l'avez dit, les gens sont plutôt réticents à donner de l'argent en réalité. Les gens sont pleins de bonnes intentions, mais quand il s'agit de financer, ça devient plus compliqué. Alors comment vous faites? Alors, on va parler d'United parce que c'est ceux qui, quand même, qui marchent le plus. Alors ce que j'ai fait, d'abord, j'ai compris tout de suite qu'il fallait en parler au président de la République, parce que dans un pays comme le nôtre, si le président de la République dit quelque chose, ça se fait. Et donc, au fond, ce genre de décision, vous ne pouvez le faire que du top. J'ai eu les pires difficultés avec le Quai d'Orsay, qui ne voulait pas. Et j'étais le patron du Quai d'Orsay. Il ne voulait pas entendre parler. Donc, c'est le président qui a dit, on fait comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de convaincre tous mes homologues. Mais les ministres des Finances ne voulaient pas. S'il faut une micro-taxe, 1 euro par billet d'avion, qu'est-ce que c'est? Ils disent c'est plutôt pour mon pays, mais pas pour les autres. C'est tout le problème. On paie le prix, au fond aussi, de la démocratie à l'état pur, que la démocratie, il n'y a rien de mieux. Mais vous êtes président de la France, et uniquement de la France. Vous avez suffisamment d'ennuis comme ça, vous n'allez pas vous occuper en plus. Et pourtant, votre destin est lié à ceux du reste du monde. Bien sûr. Et quand on investit dans les autres, on investit dans nous aussi. Voilà, c'est exactement, et bravo, parce que c'est exactement le message d'United, c'est que si vous n'investissez pas dans les autres, bien évidemment, vous allez y perdre progressivement. C'est ce qui se passe en Occident. C'est que l'Occident est en train de sombrer progressivement dans son égoïsme, au fond. Ils ne s'en rendent pas compte. Quand vous sortez dans la rue, en France, vous n'avez que des gens malheureux. Des gens qui vous disent ça va pas, on est mal soigné, alors que l'hôpital est gratuit, on est mal instruit, alors que l'école est gratuite, etc. Alors bien sûr qu'on peut faire beaucoup de choses et on peut faire beaucoup mieux. Mais surtout, il faut ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe dans le monde. Mais dans le monde, même aux États-Unis, si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez d'un cancer du côlon. Voilà, parce que vous n'avez pas l'argent pour vous soigner dans des bonnes conditions. Donc, je veux dire par là que cet égoïsme vis-à-vis de l'extrême pauvreté, nous allons le payer très très cher. Et donc, oui, pour convaincre, il faut parler de ça. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Bill Gates, qui a accepté de venir à mon conseil d'administration, à United. Donc, Bill Gates et sa fondation il donne 20 millions d'euros, la fondation donne 20 millions d'euros par an à United. Et puis j'ai eu la grande chance aussi de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est devenu un très grand ami, qui s'appelle Bill Clinton, et qui a sa fondation. Et nous avons en particulier développé tous ces médicaments contre le sida chez les enfants, car jusque-là, comme il n'y avait pas de marché,
le marché est uniquement en Afrique, mais là, le marché est impécunieux en Afrique. Eh bien, jusqu'au travail que nous avons fait avec Bill Clinton, aucun enfant atteint de sida ne pouvait être soigné. Et quand vous avez Bill Gates et Bill Clinton, évidemment, ça aide, et le président Chirac, ça aide beaucoup. C'est une équipe de choc que vous voilà, avez oui, constituée. Moi tout seul, je n'aurais rien fait. Mais vous avez réussi à fédérer toutes ces bonnes énergies. On a 2 ou 3 questions à vous poser pour avoir votre vision sur le monde qui nous entoure. Première question, on ne peut pas s'empêcher de vous la poser. Ça concerne toujours la santé, ça concerne les maladies infectieuses telles que le Covid-19, qui ont mis en évidence ces inégalités de santé dont vous nous parliez, et qui ont mis en évidence aussi la difficulté à coordonner l'action internationale. Un jour on ouvre les frontières, un jour on les ferme. Et là-dedans, comment on fait pour coordonner tout ça? On sait que vous avez été candidat à la présidence de l'OMS, que vous êtes engagé à l'OMS. Est-ce qu'en réalité, une institution comme l'OMS a son mot à dire? Et comment on fédère toutes les nations pour trouver des solutions à ces épidémies? Là, vous touchez un sujet majeur. J'ai été candidat au poste de directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et c'est la seule élection dans ma vie que j'ai perdue. Rendez-vous compte, le budget de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire pour s'occuper de la santé des pays de la planète, c'est 2 petits milliards de dollars. Et dans ces 2 petits milliards de dollars, je crois que Bill Gates donne 350 millions. Ah oui, d'accord. Non mais c'est une honte. Alors pourquoi l'OMS ne marche pas bien? D'abord, elle marche et elle ne marche pas. Elle marche sur un sujet qui est remarquable. C'est ce qu'on appelle le côté normatif. C'est-à-dire, on décide que le diabète, on se met tous d'accord dans le monde pour dire que le diabète, c'est au-dessus d'1 gramme par litre de sucre dans le sang. Ou on décide tous que la tension artérielle normale est au-dessous de 14,9. Ça, il faut reconnaître, l'Organisation mondiale de la santé est arrivée à mettre tous les médecins du monde d'accord. C'est une autorité sur la question. C'est une autorité sur les normes que nous acceptons ou pas, à partir de quand on commence une maladie, à partir de quand elle ne commence pas. Mais tout le côté dont vous avez parlé, coordination internationale, lutte contre les maladies dans les pays les plus pauvres, santé mentale, etc., ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que l'Organisation mondiale de la santé est trop politique. Pourquoi elle est trop politique? Et ça, je peux vous en parler de l'intérieur, car j'ai été candidat. Qu'est-ce que j'ai fait, au fond? Je suis allé 2 fois faire le tour du monde pour rencontrer... C'était le président Hollande à l'époque. Nous ne sommes pas de la même obédience politique, mais il avait joué le jeu et il avait tout à fait dit « recevez M. Douste-Blazy ». Je me souviens même avoir été reçu par le président chinois avec lui. Et donc, au fond, vous avez 2 personnes à convaincre. Vous avez les États-Unis d'Amérique. Oui. Si les États-Unis d'Amérique vous disent oui, vous avez derrière, à peu près, allez... Une soixantaine d'États 60 à 65 États. Oui. Puis vous avez le président chinois. S'il vous dit oui, vous avez 70 aussi. 70. Parce qu'il y en a 70 derrière lui, les pauvres, le Grand Sud. Bien sûr. Et ça, c'est évidemment incroyable, parce que j'ai compris très vite. Mais j'ai continué, mais j'ai compris. C'était terrible. Parce que à la Maison-Blanche, même à la Maison-Blanche, ce petit Français, certes, il a été médecin, il a été ministre de la Santé, il a créé United, certes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé le prix des médicaments de 80% oui. Pour les pays pauvres. Qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un danger public pour l'industrie pharmaceutique. Mais qui paie les élections américaines? Qui? Les pétroliers et les laboratoires pharmaceutiques. Bien sûr. Donc, out. Ensuite, je vais voir le chinois. Mon concurrent était éthiopien. Et il est actuellement, M. Tedros. Et il me disait toujours, tu vas gagner. Je ne sais pas si je vais gagner, mais je pense que tu as des cartes aussi en main. Et la carte, c'était la Chine. Puisque le président chinois me l'a carrément dit. Et nous avons des relations extrêmement importantes avec l'Afrique, comprenez-le. Et jamais un Africain n'a été directeur général de l'OMS. C'est eux qui ont le plus de maladies, ce qui est vrai. Et c'était un très beau signe d'ailleurs, politique,
de donner la direction générale de l'OMS à un Africain. Mais c'était politique. Et pourquoi ça reste politique? Parce que le directeur général de l'OMS, qui est élu, peut se représenter. Et quand quelqu'un veut se représenter, il veut toujours faire plaisir à ses électeurs. Et donc, vous ne dites pas les choses. Donc, il faut que le directeur général de l'OMS soit élu pour, on va dire, 8 ans et non pas 4, et ensuite qu'il ne puisse pas se représenter. Et là, on peut penser qu'il ira à la serpe pour dire « vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas mis suffisamment d'argent, vous mettez tout votre budget, Monsieur le Président de la République, vers les armées, vers la police, mais vous ne mettez rien sur la santé », qu'il puisse parler. Mais aujourd'hui, quand vous voulez les voix de quelqu'un, je suis bien placé pour le savoir, j'ai fait suffisamment de politique, vous ne le prenez pas à rebrousse-poil. Ça nous pousse à vous poser l'avant-dernière question sur une question de géopolitique. Vous l'avez dit, les États-Unis, il y a tout de suite 60 États qui votent derrière, la Chine 70, et vous représentez parce la qu'ils France, payent, d'ailleurs, bien parce qu'ils sûr, payent, hein. Et puis on sait que les États-Unis, quand ils prennent une décision, les îles Cook, les îles Caïmans, les îles machin, tout le monde vote derrière. Vous avez donc représenté la France. Est-ce qu'on a encore des soutiens à la France? Que pensez-vous des rapports qu'entretient la France avec l'Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des amis? Et puis, nous, s'il y a un espace en particulier qui nous intéresse, c'est l'espace méditerranéen. Est-ce qu'aujourd'hui, en Méditerranée, c'est-à-dire tous ceux qui avant étaient les fidèles de la France, le Proche-Orient, on pense au Liban, on pense au Maghreb, etc., est-ce que tous ces pays continuent d'entretenir ces relations avec la France? Est-ce qu'ils vous ont soutenu au moment où vous candidatiez? Ou alors est-ce qu'on a complètement perdu notre influence là-bas où on est en perte de vitesse? Non, alors, d'abord, il faut comprendre que lorsque on est ministre des Affaires étrangères français et qu'on fait le tour du monde, tous les ministres des Affaires étrangères français vous le diront, la France a une part quand même très particulière dans le cœur des gens. C'est pour eux, au fond, la Révolution française. Aujourd'hui encore? Ah oui, oui, absolument. C'est des gens, vous allez au fin fond de l'océan Indien, quoi qu'ils pensent. Là, je parlerai ensuite du poids, hein, mais je parle déjà de l'image. Mais est-ce que cette image, on a réussi, enfin, à l'époque de Jacques Chirac sans doute, à votre époque sans doute, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment encore que la France parle aux gens? Mais bien sûr, ça c'est sûr, et ça il faut que vous le sachiez, vous à 21 ans, il faut savoir, ne serait-ce que vis-à-vis des élections à venir. Nous restons ces gens qu'on ne comprend pas toujours bien, pays assez socialisé dans l'esprit des gens, c'est le socialisme pratiquement, puisque tout est gratuit, les impôts sont très importants, etc. Donc, mais qui arrive à avoir du temps libre, à réfléchir. Ce pays-là, qui est quand même pas si mauvais sur le plan économique, mais qui surtout, c'est la Révolution française. Les gens qui ne veulent pas être gouvernés comme ça, quand ils ne comprennent pas, et qui sont citoyens, ça c'est vraiment important. Donc ça existe. Ensuite, il faut que la France comprenne qu'aujourd'hui, elle est une force moyenne. Elle a, c'est vrai, un feu nucléaire de très très grande qualité, si on peut exprimer les choses comme ça, dû d'ailleurs au président Chirac et à ses successeurs, qui a dépassé totalement la Grande-Bretagne, etc., a une place au Conseil de sécurité. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut fanfaronner. Et je dirais que c'est notre péché mignon. C'est que ce soit d'ailleurs un citoyen français à l'étranger ou que ce soit les politiques à l'étranger. Donc il faut revenir à ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes une puissance moyenne aujourd'hui. Une puissance moyenne de rang mondial. Oui, une puissance moyenne de rang mondial, et nous devons quand même jouer très collectif. Après, moi qui ai été le dernier ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, je tiens à vous dire que vis-à-vis des pays arabes, nous devons rester ce pays capable d'être celui qui peut parler aux deux. C'est extrêmement important. C'est la clé même de la politique du général de Gaulle, que François Mitterrand a incarné, que Jacques Chirac, évidemment, a incarné, et qui n'est pas, depuis, toujours incarné de la même manière. Donc ça, je crois qu'il faut rester sur ces sujets extrêmement inflexibles, même si on doit énerver de temps en temps, mais c'est pas grave. Et Dominique de Villepin, par exemple, est quelqu'un qui est tout à fait dans cette ligne-là, qui a pu irriter certaines communautés, mais qui, au fond, aime autant ces communautés les unes que les autres.
mais qui doit se placer, en termes de politique étrangère française, entre les deux pour parler aux deux. Alors, on entend beaucoup Dominique de Villepin maintenant parler sur ces sujets, ce qui se passe à Gaza, etc. Ou en Ukraine. Ou en Ukraine d'ailleurs. Effectivement, être capable de parler toujours aux deux côtés, mais en toute sincérité, on a l'impression qu'on y arrive de moins en moins. C'est-à-dire que quand on regarde, la Russie ne nous adresse plus la parole, l'Ukraine c'est à peine, c'est chaud, froid. Au Maghreb, l'Algérie ne regarde plus la France, le Maroc s'est complètement détourné de la France, le Liban n'existe plus, l'Afrique est en train de faire des coups d'État qui renversent petit à petit chacun des dirigeants qui étaient proches de la France. Comment on fait pour maintenir ce sentiment dont vous parliez, qui est cet héritage, qui est celui de la Révolution française, qui est celui du pays des droits de l'homme? Comment on fait pour continuer à représenter tout ça? Non, d'abord, il faut peut-être modifier notre rapport à ces pays. Il faut peut-être faire un peu comme nos voisins, c'est-à-dire, au fond, puisque vous ne voulez pas... Enfin, je rappelle quand même que au Mali, c'est la France qui était là pour lutter contre le terrorisme. Bien sûr. J'ai pas vu beaucoup les Américains, j'ai pas vu beaucoup les Britanniques, j'ai pas vu beaucoup les Allemands. Alors, évidemment, c'est quand vous êtes là que vous prenez les coups. Alors, on peut très bien dire, on n'y va plus. Très bien. Mais, donc, c'est ce que les Français doivent comprendre. C'est que si on s'efface, au niveau militaire, par exemple, c'est sûr qu'on n'aura plus d'ennuis, on sera comme les autres, on n'aura pas de problème particulier. Moi, je reste persuadé que vis-à-vis de ces pays, il faut changer. Il faut parler purement économie. Il faut parler aussi avec la jeunesse de ces pays. Et il faut surtout créer des partenariats au niveau des nouvelles technologies. Et je pense que, en matière d'intelligence artificielle, en particulier, je pense que ce pays a une chance extraordinaire, c'est qu'il est très proche de l'Afrique, mais aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est un pays méditerranéen. Et je dois dire que lorsque le président Sarkozy a fait l'Union pour la Méditerranée. Cette Union pour la Méditerranée, j'y ai souscrit à 100%, et malheureusement, Madame Merkel lui disant, parce qu'évidemment, dès l'instant où la France est très importante dans l'Union pour la Méditerranée, la géographie, le point de l'Union européenne, le point culminant de l'Union européenne, bouge vers la Méditerranée, donc vers la France. Et donc elle lui a imposé le fait que toute l'Union européenne devait rentrer dans cette Union pour la Méditerranée, ce qui, évidemment, l'a dénaturé. Moi, je crois beaucoup à l'Union pour la Méditerranée. Mais au-delà de ça, je crois surtout, comme d'ailleurs Édouard Balladur l'avait dit, ou Alain Juppé, je crois à l'Europe des cercles. C'est-à-dire le premier cercle, il faut revenir à 6, 7, 8 pays dans lesquels nous allons partager un budget et une armée. Et vous qui êtes historien, regardez depuis le premier jour, c'est la force. Vous ne pouvez faire la paix que si vous avez la force derrière vous. Donc, si l'Union européenne, qui est un marché exceptionnel, n'a pas aujourd'hui d'armée, vous avez dit tout à l'heure, les Russes se moquent de nous en termes d'armée, en gros. Oui, bien sûr, puisque nous n'avons pas d'armée européenne. Et le président Macron, on peut lui faire énormément de reproches, mais il y a une chose sur laquelle il est constant, c'est cette armée européenne. Et je pense que c'est une vision sur 50, 60, 70 ans, mais une vision majeure si nous voulons ne pas être dévorés. Une toute dernière question avant de conclure, le mot conclusif. Il y a des jeunes qui nous écoutent, qui vont prendre la relève. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Quel message vous avez envie de leur passer ? On a vu que vous aviez eu une vie d'engagement en réalité. Comment s'engager dans ces projets qui sont les vôtres ? Comment s'engager plus généralement ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Une seule chose, au fond, si vous êtes passionné par quelque chose, faites-le à fond. N'écoutez personne d'autre et faites-le.
tout viendra avec vous, tout sera facile, très dur au début, mais de plus en plus facile. Donc engagez-vous à fond dans ce que vous croyez, car c'est ça, au fond, la vraie vie. La vraie vie, c'est pour être heureux, il faut s'engager à fond dans ce que l'on aime, dans ce que l'on défend, passionnément. Merci, Monsieur Douste-Blazy, de nous Merci. avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Merci. La mer, des reflets changeants sous la pluie.